Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous allons traiter de deux sujets aujourd'hui, avec deux invités. Deux sujets très importants et dont chacun aurait nécessité une série d'émissions à lui seul. Le premier sera celui de la situation politique du pays, de cette crise multidimensionnelle qui affecte tous les secteurs de la vie publique, sociale, économique, politique, de la violence qui couvre, de l'absence d'un État digne de ce nom et de la fuite en avant d'un régime qui fait haut de toutes parts. Nous allons aborder ces deux sujets, d'abord avec Maître Nabila Smaïl, avocate et militante politique, et ensuite avec Dr Mohamed Lamine Chiban en deuxième partie. Mais nous allons d'abord écouter quelques extraits de la scandaleuse déclaration du ministre de la Justice sur le décès, sur l'assassinat, devrais-je dire, de Hakim Debbazi. Une déclaration tardive, 29 jours après le décès supposé de la victime, dont des sources très crédibles affirment qu'il aurait décédé plusieurs jours avant la date déclarée. Le second sujet sera celui de la Journée nationale de l'étudiant que nous commémorons aujourd'hui et sur lequel il y a tellement à dire. Alors, d'abord, Maître Nabila Smaïl, merci d'être des nôtres. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, nous allons écouter ensemble, merci. Nous allons écouter ensemble quelques extraits du ministre de la Justice. Et ensuite, je vous laisserai la possibilité de choisir l'angle sur lequel vous souhaitez vous exprimer, Maître Nabila Smaïl. Écoutons Monsieur le ministre de la Justice. دبازي حكيم ربي يرحمه كان مسجون في القليعة. مرض لو 19 سجلوا. مرض 19 افريل. نقلناه في نفس اليوم مستشفى بني مسوس. لو 17 افريل 17 افريل مرض نقلناه في نفس اليوم الى مستشفى بني مسوس. لو 19 3 جور ابري توفى في المستشفى ما ماشي في القلاع. هذه واحدة. أمرنا كما تقضيه الإجراءات ليه ولكل من يتوفى في المؤسسات العقابية. سي سيستيمات ليه ولكل من يتوفى في المؤسسات العقابية. سي سيستيماتيك ليه ولكل من يتوفى في المؤسسات العقابية. سي سيستيماتيك الأمر بتشريح جثة مهما كانت الوفاة. نأمر بتشريح جثة. دارنا الطبيب الشرعي التقرير طول شوية لأسباب خاصة بهم، أمور تقنية خاصة بالطبيب الشرعي. أعطانا لو رابور دو توبسي لو 25 هو عندي أو تقرير الطبيب الشرعي في 5 صفحات. تحبوا مع الهامش تطلعوا ليه تشوفوه مش نوريك في أي وثيقة. فيه 5 صفحات. سيني بار بروفيسور شيف سيرفيس ما نذكرش اسمه. سيني بار بروفيسور شيف سيرفيس ما نذكرش اسمه. سيني بار بروفيسور شيف سيرفيس ما نذكرش اسمه. وهناك من اعتقد أنه مسك الجزائر من اللي يدري توجعها أو الدولة. وبداو رولي بار دي زورغانيزاسيون انترناسيونال مهتمة بحقوق الإنسان. المشكلة أنه بعض القوى السياسية الوطنية دخلت في هذه الحملة عن حسن نية، لأن كانت تضحكوا مالش انتوما راهم عارفين رواحهم. انا الواجب تاعي درته مع العائله. شكون انت حتى ندير لك بيان؟ من تكون انت حتى ندير لك بيان؟ رفضنا من حيث المبدا ما نديرلكش بيان. علاه؟ لانك اولا تاجر بالموتى وتستعمل فيها لاغراض تجاريه ماكش دير في السياسه اولا. ثانيا كي يموت لك مواطن مناضل عندك ندير لك بيان، كي يموت مواطن واحد اخر ما تحوش عليه، ما تقوليش دير بيان. دونك حتى البيانات تولي سيليكتيف. كي يموت واحد
نديروا بيان كي واحد اخر ما نحوسوش عليه. لهذين السببين ما درناش بيان وتمسكنا بمقرر رغم اننا تضررنا. مرتاحين امام ربي، ومرتاحين امام الضمير، ومرتاحين امام القانون، ومرتاحين امام المرحوم، ومرتاحين امام العائله تاع المرحوم. نحن في اريحيه، نحن في اريحيه، نحن في اريحيه من هذه القضيه لانها عولجت بالكيفيه اللي راني تكلمت لكم عليها. Nous avons répété quelques déclarations pour vous faire remarquer les contradictions. D'abord, il dit il a été évoqué le 17. Non, il a été évoqué le 19. Puis il dit 3 jours après, alors qu'entre le 17 et le 19, c'est 2 jours, c'est pas 3 jours. Puis il dit il a été autopsié par un professeur chef de service. Or, les autopsies se font par un médecin légiste, pas un professeur chef de service. Et si c'était le cas, si c'est un professeur chef de service légal, ça veut dire qu'il était mort chez lui. Et d'ailleurs, il le dit, il était chez un professeur chef de service dans lequel il est mort. Donc, il y a un souci quelque part. Et puis, il dit, la loi nous fait obligation, après avoir dit qu'il était mort à l'hôpital, la loi nous fait obligation de faire effectuer une autopsie pour tous les détenus morts à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Or, l'hôpital, ce n'est pas un établissement pénitentiaire. L'hôpital est un hôpital. Donc, vous aurez remarqué toutes ces contradictions. Et qui tu es, toi, pour que je te fasse un communiqué ou à qui il parle? À l'opinion publique, à l'opposition. Et puis, vous avez vu les représentants du peuple qui rient et qui applaudissent. Maître Nabila Smaïn, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ce sujet ou préférez-vous aborder cette histoire sous un autre angle beaucoup plus politique et beaucoup moins, j'allais dire, chafouin, sordide? Maître Nabila Smaïn. D'abord, j'ai envie de dire que ce que nous venons tous d'entendre est scandaleux. C'est scandaleux parce que ce n'est pas uniquement ce bouquet, bon, je dirais pas ce bouquet, cet assemblage de contradictions que nous venons d'entendre qui est scandaleux uniquement, mais ce qu'il est, c'est surtout le fait d'avoir mis sous mandat de dépôt un citoyen qui était un simple ouvrier dans une pompe à essence, pour une simple publication qui est suivie par moins de 121 personnes. Donc ça, c'est ça le premier scandale, c'est d'avoir inversé la règle de droit en considérant que le mandat de dépôt est la règle et que le contrôle judiciaire est l'exception. Et là, c'est quand il y a un délit. Or, nous n'arrêtons pas de dénoncer ces poursuites fallacieuses, ces dossiers montés, cette instrumentalisation outrageuse et dangereuse de la justice. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est d'entendre des éclats de rire de ces soi-disant, je dirais pas représentants du peuple, mais je dirais représentants du pouvoir, parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Ils ne représentent que leur personne ou encore moins. Ça, c'est d'une. De deux, ce qui est encore le troisième scandale, c'est que c'est d'essayer d'accuser alors que c'est eux qui devraient donner des comptes et pas accuser ceux qui ont réagi à un drame. Quand on réagit à la mort d'un détenu politique, ça veut dire qu'on vit, qu'on est humain, qu'on est normaux et qu'on exerce un droit de citoyen, un droit humain, un droit qui est inscrit dans les lois, dans les droits de l'homme, celui qui consiste à sauvegarder et à protéger et à soigner les détenus, encore plus les détenus d'opinion. Quand on n'a pas les moyens de soigner les détenus, on ne remplit pas les prisons dans des conditions aussi inhumaines que celles que nous décrivent les détenus, quels que soient les détenus. Quand on n'a pas les moyens d'avoir une justice et quand on n'a pas les moyens de sa politique, on ne remplit pas les prisons pour une simple publication sur les réseaux sociaux qui ne porte en aucun cas ni insulte, ni diffamation en fait, il a partagé sur sa page Facebook une vidéo, tout simplement, qui n'est en aucun cas attentatoire à la nation, comme a dit le ministre de la Justice.
Donc ça confirme que le premier scandale et le premier crime qui a été commis contre le marchoum Dbazi, Hakim Dbazi, c'est de l'avoir mis en prison sans aucun délit. Ça, c'est un crime. Alors maintenant, il a sa famille, il a sa tante qui est avocate à Paris, qui a décidé de déposer plainte, chose qui est faite ou qui n'est pas faite. Donc, je ne peux pas parler d'un dossier où je ne suis pas constituée et où je n'ai pas donné d'opinion ou d'avis, parce que je ne suis pas constituée. Mais ce qui est dramatique, c'est de transformer l'Algérie en un seul sujet, c'est de focaliser toute l'attention de tout le peuple et de tout un pays sur le dossier des détenus. Vous savez, ce pouvoir machiavélique, ce pouvoir malade et assoiffé qualifié de totalitaire a détourné la révolution pacifique des revendications politiques qui visent à construire un état de droit, qui visent à respecter l'alternance au pouvoir, qui vise à donner la parole au peuple pour choisir ses représentants, pour enfin avoir un président élu et non désigné, pour arrêter avec un système qui n'a que trop duré et qui s'est emparé du pouvoir depuis 1962. Le pouvoir machiavélique a réussi à détourner l'attention et du peuple, et de la classe politique, et des avocats, et des enseignants, et des syndicats, et des ligues des droits de l'homme, et de la presse. Tout le monde ne parle que des dossiers de détenus. Il est vrai qu'on ne peut pas se taire devant des poursuites fallacieuses. On ne peut pas se taire devant l'instrumentalisation, la privatisation de la justice. Parce que maintenant, je vais utiliser un terme qui est beaucoup plus grave. Ce n'est plus l'instrumentalisation, c'est la privatisation de la justice. Parce qu'il y a une justice qui travaille pour un système et pas pour un pays ou un État. Donc, quand on arrive à ça et que vous voyez que toute frange confondue, tout secteur confondu, tout le monde est focalisé sur le dossier de détenus. Ce dossier, nous n'avons pas arrêté de dire que les droits de l'homme, la défense des détenus, il est vrai que c'est le gros travail des avocats, c'est le gros travail des ligues des droits de l'homme, c'est le gros travail de Amnesty International, c'est énorme. C'est lourd. Mais Nabila Smaïl, pardon de vous interrompre. Pourquoi retient-il autant de gens en prison, des prisonniers politiques, des détenus d'opinion, rappelons-le plus de 300, on ne connaît pas encore le vrai chiffre. Pourquoi les retient-il? Est-ce que, comme vous êtes en train de le suggérer, pour nous occuper, pour nous détourner, pour nous paralyser, nous sidérer? Ou alors est-ce qu'il se prépare à les utiliser pour quelque chose qu'il est en train de nous concocter pour le 5 juillet, comme on est en train de dire, peut-être pour mettre dans le lot la Isaba, comme il dit lui, et les libérer à l'ombre de ces détenus qu'il garde au frais en attendant de pouvoir les libérer pour couvrir ce qu'il compte faire, cette amnistie qui ne dit pas son nom. À votre avis, pourquoi garde-t-il autant de prisonniers politiques et de détenus d'opinion dans les prisons algériennes? Parce que tout simplement, moi je pourrais vous répondre par une seule phrase. Les deux suppositions sont vraies, sont bonnes. D'abord, il a commencé par la répression pour faire peur et pour étouffer le Hirak, pour étouffer la révolution. Il a arrêté les marches, il a modifié enfin, ils ont, quand je parle de il a, ça veut dire le pouvoir. Je ne cite pas de nom, parce que c'est une composante. C'est une composante qui est au pouvoir et qui décide de gouverner comme il veut et pas comme veut le peuple, pas comme le demande le peuple. Et d'ailleurs, c'est un pouvoir qui ne considère même pas qu'il y a un peuple. La preuve, regardez comment il gère le quotidien, comment il gère les affaires sérieuses de l'État. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet État? Là, c'est la question qui est posée. Donc, les deux suppositions sont vraies. Parce qu'ils ont commencé à réprimer, à emprisonner, à faire peur avec ça, à toucher toutes les franges, journalistes, avocats, citoyens, enseignants, tout le monde, sans aucune distinction, aucune, avec les mêmes accusations. المساس بالوحدة الوطنية, نشر المنشورات, تصريح التحريض على التجمهر. Donc c'est des accusations classiques.
tout un arsenal de sécuritaire qui surveille les publications des citoyens, qui surveille le Facebook, qui surveille tout. Alors ils ont instauré un climat de terreur et de peur, et le nombre leur permet bien sûr de peser avec, pour utiliser ça comme monnaie d'échange. Gaël, vous voulez qu'on tourne la page, on va la tourner pour tout le monde. Il y a les 5 juillet qui arrivent. Alors maintenant, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en prison de ce qu'ils qualifient de Essaba, c'est un règlement de compte. Moi aussi, je dirais que c'est un règlement de compte. Parce que, vous savez, ce qui fait mal, c'est que les avocats des hommes qui ont composé le système avant l'arrivée de ceux qui sont au pouvoir, leurs avocats, s'ils se mettaient à parler, ils vous diront plus grave que ce que nous disons, nous, des dossiers des hirakistes. Parce que ce qu'il y a dans les dossiers de tous ces ministres, de tout ce beau monde qui était au pouvoir un jour, ce ne sont pas des dossiers à mettre devant les tribunaux, c'est des dossiers à traiter politiquement, surtout pour beaucoup d'entre eux. Je ne parle pas de ceux qui ont pris des comptes, qui ont détourné. Je ne peux pas en parler parce que j'ai connaissance de ces dossiers, mais je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas constituée. Mais l'instrumentalisation de la justice a été faite pour toutes les catégories de ceux qui sont en prison parce qu'ils gênent à une nouvelle Algérie qui ne ressemble en rien à une nouvelle Algérie, qui ne ressemble en rien à un nouveau projet pour cette Algérie. Moi, ce que je peux Nabila Smaïl, dernière question avant de vous libérer, et je m'adresse plus à la militante politique qu'à l'avocate. Vous qui avez accompagné le Hirak dès son premier jour, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La situation n'est pas désespérée, mais elle est très grave en tout point de vue. Alors, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait un éveil, il faut qu'il y ait un réveil, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait quelque chose. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Vous pensez qu'il n'y a pas de mouvement? Vous savez que tout ce que fait le pouvoir est en train de provoquer une réaction chez le peuple. Vous pensez réellement que parce qu'il n'y a plus de marche et que les partis politiques sont interdits de faire leur activité politique et ils sont interdits d'antenne, ils sont interdits de s'exprimer, vous pensez qu'il n'y a pas d'action? Vous savez, chaque Algérien est en train de réagir. Chaque Algérien est en train de rejeter de jour en jour tout ce qui vient de ce pouvoir. Parce qu'un pouvoir qui réprime, qui met en prison, qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche d'être un citoyen, qui vous empêche de revendiquer, qui vous empêche de participer dans l'action politique, dans l'action sociale, dans l'action économique, un pouvoir qui essaie de vous contrôler dans tout ce que vous faites. C'est un pouvoir qui est en train de lancer une initiative, Ta'alem Shaml, mais avec qui? C'est une recomposition du pouvoir à l'intérieur du pouvoir, avec le pouvoir. Donc, les véritables acteurs dont se reconnaît le peuple. Le peuple a compris. Vous savez, on a beau se dire, on a beau discuter autour d'une table, autour d'un café pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Tout le monde est neutralisé, tout le monde est bâillonné, tout le monde se tait, tout le monde n'arrive pas, il n'y a pas d'action politique. Il y a un statu quo, comme vous venez de le dire, dans lequel il faut donner un coup pour briser ce statu quo et aller de l'avant. Mais le pouvoir ne va jamais accepter une solution qui ne vient pas de lui. Il ne va jamais accepter un dialogue avec les véritables, je dirais pas les véritables représentants du peuple, mais les la véritable classe politique qui pourrait donner une alternative. Le pouvoir ne veut pas reconnaître qu'il peut y avoir un autre mode de gouvernance que celui qu'on a habitué à l'Algérie. L'Algérie est en face de plusieurs défis. Il y a des défis internationaux, des défis internes. Elle ne pourra jamais se remettre si elle reçoit un ultime choc. Vous savez, l'Algérie est très vulnérable. L'Algérie, elle est ciblée, elle est vulnérable. Stratégiquement parlant, nous sommes très très vulnérables. Internationalement parlant, nous sommes devenus presque la risée de tout le monde parce que même de l'extérieur, ils voient ce qui se passe à l'intérieur. Dans tout ce qui se passe, dans les visites, dans ceux qui viennent et ceux qui partent, on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait même pas qui
est en train de conclure des contrats avec les étrangers. Qu'est-ce qui se passe dans le code de l'investissement qui va arriver? Est-ce que c'est un partenariat sauvage? Est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant? Qui c'est qui contrôle les richesses de l'Algérie? Qui contrôle ce qui nous attend? Parce qu'il y a un défi mondial. Le monde est en train de se restructurer. Quelle est notre position par rapport à ce monde qui doit assurer son autosuffisance? Nous n'avons aucune autosuffisance, ni alimentaire, ni militaire, ni médicaments, rien. Nous n'avons aucune autosuffisance. Nous avons une autosuffisance dans le nombre d'arrestations, de poursuites en justice, et c'est ça le drame. Donc maintenant vous me dites, il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. Et il faut que chaque Algérien considère qu'il a un rôle à jouer. Il ne faut pas attendre que le collectif des avocats trouve des solutions politiques, que les collectifs des avocats trouvent la solution à cette crise. L'Algérie est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire que du collectif des avocats, ce n'est pas l'affaire que de la Ligue des droits de l'homme, ce n'est pas l'affaire que des journalistes, c'est tout le monde qui devrait s'impliquer. Alors, dès qu'il y a eu un éveil. Il y a eu un éveil depuis le 22 février 2019. Le peuple algérien ne réfléchit plus comme avant. Le peuple algérien, dans plusieurs régions du pays, qu'on pensait être complètement déphasé de la politique, qui ne s'intéressait pas, a démontré une certaine conscience politique, une prise de conscience, et avec l'ouverture et ce qui se passe, les réseaux sociaux, les Algériens ont découvert un autre monde de gouvernance. Ils ont compris que on nous a trop bernés. Ils ont compris que avec la religion et tout ce qui se passe à la télé du pouvoir, on a berné les Algériens, on les a saoulés, on les a, je m'excuse de l'expression, on les a pratiquement abrutisés, à parler de la longueur de la jupe et de combien de fois il faut rentrer, combien de fois il faut pied gauche, pied droit, alors que combien de milliards sont partis, combien on aurait pu construire. Comment sauver ce pays? Comment empêcher nos enfants de mourir dans la mer? Comment empêcher nos enfants de remplir les universités, de faire le bonheur des universités occidentales et américaines? Comment retenir nos médecins? Comment retenir nos enseignants? Comment relancer? Il est temps que tout le monde s'implique pour aller vers des ateliers de propositions, de relance économique, de relance de l'éducation, relance de l'université, relance des hôpitaux, de la santé. Il faut s'impliquer. Il ne faut pas attendre que Maître Smaïl, parce qu'elle est dans un collectif, ou parce qu'elle parle, ou parce qu'elle milite. Maître Smaïl n'est rien du tout devant le peuple, elle n'est rien du tout devant l'immensité de ce pays, devant la beauté de ce pays. L'Algérie, amana fi raqabati kulli jazairi. On ne peut plus continuer à attendre le Messie, comme disait Hussein Ahmed Rabbi Yarhamou. Je ne suis pas un prophète et je ne suis pas un faiseur de miracles, et je m'interdis de me comparer à cet homme qui a donné sa vie pour l'Algérie. On n'a pas dégommé, non. Moi je dirais que les 3 ans de révolution ont fait gagner à l'Algérie beaucoup d'éveil politique et a fait peur au pouvoir, parce qu'un pouvoir qui n'a pas peur n'a pas besoin de modifier les lois, il n'a pas besoin de réprimer, il n'a pas besoin de faire autant de concessions à l'étranger pour contrôler l'intérieur. Donc ce pouvoir a peur de la révolution, et cette révolution continue parce qu'elle est dans les esprits. Je termine avec ça. Lors du procès de Cheikh Mjahed, on avait rencontré des jeunes anciennes détenus. Bekele, on avait les anciens maquisards, maintenant nous avons les anciens détenus. Voilà le sort de l'Algérie. Alors, c'est des jeunes qui sont venus nous dire bonjour, ils sont venus, et on leur a posé la question. Qu'est-ce qui se passe, et tout. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il m'a fait un geste qui m'a marqué. Je me suis dit, ne serait-ce que pour ça, il faut continuer. Parce qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se presser d'arriver à une demi-solution. Il faut continuer à se sacrifier, à militer pour arriver à de véritables solutions. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oustadha, al-hirak, fikra, wal-fikra, fi dimarina, fi ru'usina, wal-jazair qadhiya, wal-qadhiya fi qulubina. Alors quand j'entends ça d'un jeune qui a été licencié parce qu'il a fait de la prison,
Il a été licencié. Il n'a pas été réhabilité. Il ne travaille pas. Il continue à s'accrocher. Comment je pourrais dire, moi ou autre, ah ouais, c'est fini. غلبونا واش غلبوك ما رانيش ندبس مع الناس. Je suis en train de militer. Arrêtons d'utiliser les mots qui découragent. Ah راحوا ولادنا راحوا, les avocats راحوا, les médecins راحوا. Oui, ils vont partir. Ils sont partis. Mais nous on est là. Et on va rester, et l'Algérie va rester, elle va nous survivre, elle va survivre à ce pouvoir, elle va survivre à tout ce qu'elle est en train de vivre, parce que c'est un beau pays, et je me permets de vous dire, c'est un beau pays, et on ne le mérite pas. Merci Maître Nabila Smaïl, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Nous allons passer au deuxième sujet, celui de la Journée nationale des étudiants que nous commémorons aujourd'hui. En fait, l'université algérienne, un passé prestigieux, un présent très incertain et un futur, j'allais dire, sombre, au point où la plupart de nos étudiants qui ne parviennent pas à fuir le pays sont au chômage. C'est une université qui forme des chômeurs. Nous allons en parler avec le docteur Mohamed Lamine Chibane qui est avec nous depuis Ain Melilla. Docteur Mohamed Lamine Chibane, membre fondateur de Wafa. Docteur Mohamed Lamine Chibane, merci d'être avec nous. C'est à moi de te remercier, cher ami Jamal Eddin. Je salue à travers toi toute l'équipe d'El Magharibi Al-Habiba. Très bien. Alors, petite transition tout de suite et nous retrouvons notre ami le docteur Mohamed Lamine Chibane. Docteur Mohamed Lamine Chibane, nous allons d'abord écouter l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, M. Hadjar. Écoute, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser l'écouter. Écoutez bien. Et je demande à nos chers téléspectateurs de bien écouter eux aussi. Écoutez bien ce que dit le ministre de l'enseignement supérieur, l'ex. Écoutez. بيناتنا بكل موضوعية يعتمدوا أحيانا الجامعات الكبرى يعتمدوا لبري نوبل ومراكز البحث والجوائز. هل واش يفيدني أنا لنفرض أنه عندي في جامعة الجزائر واحد دا جائزة نوبل، ما هو انعكاسه على التعليم؟ حتى يكون عندي 10 وبيناتنا بالمناسبة جامعة الجزائر لو كان حبينا تولي في المية الأولى تكون في المية، لأنه عندها 3 جائزة نوبل منذ القديم، وجائزة نوبل حتى وتجيبها في 1910 يحسبوها لك. احنا ما حبيش نحسبوها، مش تاعنا، كانت في عهد الاحتلال. Oui. Alors, et maintenant, nous allons voir des images très dures, très dures, et qui sont à elles seules significatives de la tragédie, de l'immense malheur que ce régime a fait s'abattre sur ce pays. Vous allez voir nos étudiants à l'annonce d'une liste ouverte pour pouvoir aller faire leurs études en France. Regardez ces milliers, j'allais dire ces dizaines de milliers d'étudiants autour de l'endroit où le consulat français leur a demandé de se rendre pour remplir leur candidature. Regardez bien, parce que c'est tout le quartier qui est complètement débordé par ces dizaines de milliers d'étudiants. Regardez.
suis désolé, les images ne sont pas suffisamment significatives. Moi, j'en connais d'autres qui sont autrement plus parlantes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Docteur Mohamed Lamine Chibane, d'abord, merci donc d'être avec nous. Et vous tenez à cœur d'assister à cette émission pour parler de cette journée nationale. Je vous laisse vous exprimer, docteur Mohamed Lamine Chibane. Oui, Jamel, d'abord je voudrais saluer tous les shurafa ou l'ahrar qui nous suivent et qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Vous avez le bonjour des citoyens de Shorfat, la ville de mes parents, de mon père plus exactement, la commune de Mcheddala, de Mayo, ex-Mayo. Et vous avez aussi beaucoup de citoyens de Inni, là où je réside, où j'exerce, et qui je tiens à vous transmettre ce bonjour. En plus, ami Jamal Eddine, je voudrais présenter mes condoléances aux familles des jeunes femmes et hommes, Haraga, je pense à peu près une vingtaine, que nous avons perdus récemment, et puis toute ma solidarité et ma sympathie aux décès. Vous savez, si Jamal Eddine, nous avons perdu 2 médecins récemment, un jeune résident en orthopédie à Naba, le docteur Webhiya Nabil, suite à une garde, et il est décédé par arrêt cardiaque. Par contre, la seconde, c'est une chirurgien chef de service de chirurgie à l'Akhbariya, wilaya de Bouira, c'est docteur Behlouli Salima, que je voudrais donc présenter mes sincères condoléances. Jamal Eddine, vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. Alors, لابد من نظرة إكبار واعتزاز للطلبة. إنكم رفعتم رؤوسنا عاليا. إن خير ما نقدمه أمي جمال الدين لشهدائنا من الطلبة في هذا اليوم المبارك يوم 19 ماي 56 الذي يوافق la commémoration du 19 mai 65 هو الوفاء للمبادئ الذين ضحوا من أجلها. للأسف جمال الدين, qu'est-ce que nous assistons actuellement? لسان لم يتكلم, je parle de l'élite, قاعد وما يبادرش, قادر ولم يفعل شيء. يا للأسف. علم أخي جمال الدين مع خذلان معناتها بيع الذمة, مواقف غير مشرفة أخي جمال الدين. et je m'adresse toujours à cette élite مثقف في خدمة الحاكم. alors من المفروض ينير عقول الناس. من رأى منكم اعوجاج فليقاومني, ولكن شعب ظلمته نخبته للأسف لم يرتقي إلى مستواكم. Mais comment expliquez-vous, Mohamed Lamine Chibane, cette extraordinaire, comment dire, dégradation du courage, de l'espoir, de l'engagement, de la mobilisation? Quelques centaines d'étudiants du temps de la colonisation qui étaient dans les universités françaises et l'université en Algérie, et qui s'étaient quasiment tous engagés, tous sans aucune exception, et qui à un certain moment, quand il a fallu monter au maquis, sont tous montés au maquis, et qui ont tellement souffert, qui se sont tellement dévoués, qui ont tellement donné, et alors qu'ils étaient l'élite de l'élite du temps de la colonisation, à un moment où les gens n'avaient même pas de chaussures à mettre pour sortir dans la rue. Et aujourd'hui, des millions d'étudiants, dont beaucoup sont au chômage, en ce moment ils sont aux environs d'1,8 million, et tous ne rêvent que de partir, tous ne rêvent que de s'arracher à leur terre, tous sont dans un silence abyssal, tous ne militent pas forcément. Comment expliquez-vous cette démobilisation quasi générale? Il y a un sentiment de démobilisation, et ça c'est le régime depuis 62 qui a tout fait pour marginaliser cette élite. Et d'ailleurs, nous avons constaté combien de personnalités politiques, à commencer par Abden Ramdan, on l'a assassiné. Et puis, sans compter d'autres personnalités politiques, Khider, Karim Belqasem, et en plus,
Il y a eu le manifeste des années 75-76 d'une élite aussi, Cheikh Mohamed Khirdine, qui représentait Jamiat al-Ulama, Ben Youssef Ben Khadda, le pharmacien, et le deuxième vice-président du GPRA. Et puis le grand Farhat Abbas, le premier président du GPRA, qui avait écrit, ils ont fait une déclaration à Boumediene à l'époque. Malheureusement, c'était la résidence, la mise en résidence surveillée. Oui, tout à fait, Jamal Eddine. Est-ce que tu sais que 157 étudiants sur 400 étudiants durant la Révolution ont rejoint le maquis. Il y avait en 56 à peu près 400 étudiants. 400 étudiants, imaginez-vous, sur 400-157, il y avait plus de 5000 étudiants européens. Eh bien, c'est tout à fait... Ça a totalement changé. Et voilà, donc الفساد الرعاية هو بفساد الحاكم وفساد الحاكم بفساد العلماء. Quand je dis l'ulama, c'est l'étudiant. Est-ce que tu sais, cher ami Jamal Eddine, que Hassiba Ben Bouali, elle avait 16 ans, elle était lycéenne au lycée Pasteur, Allah yarhamha, et واستشهدت alors qu'elle n'a pas atteint 19 ans. Est-ce que tu sais que Amara Rachid استشهد les armes à la main, l'arme à la main, في tablette, et il a été sur ordre de Abdan Ramdan, le grand Abdan. Abdan, c'était lui qui choisissait l'élite. Wallah, il s'en fait rappeler comment Belmadi va en saute. Belmadi, comment il choisit les internationaux. On n'entend plus le docteur Mohamed Lamine Chibane. Je vous écoute. Oui. Ah là, ça y est, c'est bon, vous pouvez vous exprimer. Nous avions perdu un petit moment. Il y a des coupures, je me permets de vous interrompre. La régie va vous rappeler. Il y a un petit souci. Alors, j'aimerais que nous réécoutions cette déclaration de Monsieur le ministre Hadjar, qui nous dit que l'Algérie n'a pas besoin d'avoir des Nobel. وش نديروا بهم les Nobel؟ أنا عندنا سيدي عندنا 10 كما يقول هو. On a 10 Nobel, on n'en a pas 2. Et après, que ça va influer. Mais si vous aviez 10 prix Nobel dans l'université algérienne, Monsieur le ministre, cela aurait voulu dire que votre université, celle que vous avez érigée et celle que vous avez promue, est capable de produire des prix Nobel. Or, ce n'est pas le cas. Je me demande comment vous avez eu le culot et l'audace de dire de telles énormités. Mais Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Je vous en prie, Mohamed Lamine Chibane, poursuivez. شوف هذا الوزير اللي صرح احنا ما لناش طامحين في le prix Nobel, ولكن au moins qu'on ne soit pas classé 52e. La première université algérienne, elle a été classée 52e en Afrique et Afrique. Et on est classé 1309e dans le monde. احنا ما طلبناش le prix Nobel, mais au moins qu'on soit parmi les premiers. Au moins qu'on soit parmi les premiers en Afrique. Et puis, est-ce que vous savez que l'indice mondial du savoir 2021 classe l'Algérie 111e? Voilà, en éducation, on est classé 119e. Le pays, effectivement, se vide de sa matière grise, mon ami Jamel. La dégradation du cadre de vie fait que il y a perte de considération à l'endroit de cette élite, et c'est pour ça que nous avons plus de 30 000 étudiants en France. Est-ce que vous savez que justement, Mohamed Lamine Chibane, justement, et là je vais parler de votre branche d'activité, la médecine. Il se trouve que c'est un secteur qui connaît une hémorragie absolument mortelle, j'allais dire. Tous les médecins algériens qui sont à l'étranger
sont amers. Moi, il m'est arrivé j'en ai quelques-uns parmi mes amis qui sont médecins et on en parle. Ils sont amers. La plupart sont partis non pas pour une vie meilleure, mais parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur art dans des conditions à peu près normales. Parce qu'ils voient mourir des gens sous leurs yeux sans rien pouvoir faire. Parce qu'un système qui se dit médecine gratuite ne permet même pas aux malades d'acheter leurs médicaments, de faire des radios, de faire des scanners. En France seulement, ils sont 15 000 médecins à s'être installés. 15 000 médecins algériens et Dieu sait ce que coûte la formation d'un médecin depuis l'école primaire jusqu'à la faculté, jusqu'à son diplôme de médecin. Ça coûte énormément cher et la France les accueillit comme des fruits mûrs sans rien dépenser, pas un centime. Au contraire, non seulement elle les cueille, mais elle choisit parmi les meilleurs. Elle leur fait des examens d'accès à cette possibilité d'exercer en France et elle choisit les meilleurs, y compris dans les concours, il y avait même des professeurs de médecine, chefs de service, Mohamed Lamine Chibane. Juste, tout à fait juste. Et ça, c'est une réalité triste et amère réalité. Et sur les 30 000 étudiants qui se trouvent en France, il y a 2689 en médecine. قريب 3000 طالب يدير في la médecine en France. علاش هادو كل هادو؟ علاش؟ Il fuit quoi? Il refuse la marginalisation. Il refuse le mépris. Il refuse la non-valorisation. Un environnement de travail, comme tu viens de le dire, indigne d'une élite. Et voilà justement, nous récoltons ce que nous avons semé. Alors, il est inacceptable qu'en 2022, les droits fondamentaux des citoyens, comme le droit de manifester pacifiquement, soient ainsi violés. L'Algérie, Ami Jamal El-Din, a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. C'est pas moi. First News World Report, c'est l'université de Pennsylvanie. التقرير تاعها يا للاسف يعني وين رانا يعني Moi, docteur Mohamed Lamine Chibane, en moins de 2 minutes, nous sommes arrivés à la fin de l'émission et pour essayer de rester ou de partir sur une note d'espoir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui soit un peu réjouissant, qui puisse nous laisser un peu d'espoir, qui puisse nous permettre de continuer à y croire vraiment? Mohamed Lamine Chibane. D'abord, je voudrais m'incliner devant ces martyrs étudiants, cette crème, comme tu viens de le dire, docteur Benzarjeb, le premier médecin martyr, le docteur qui est un neveu à Cheikh Abdelhamid Ben Badid, et puis de grands hommes littéraires tels que Ahmed Rida Hussein, Jami'at Ulama, Abou Mouloud Far'oun. Et puis là, justement, je voudrais saluer encore une fois tous ces étudiants qui ont fondé, créé l'Union générale des étudiants musulmans algériens et cet appel de Dr Lamine Khan, Rabbi yarhamou, les étudiants pour rejoindre le maquis. Et là, je lance un appel à nos étudiants pour ne pas rester en marge, d'être à la hauteur de ce peuple qui a tant donné pour libérer ce pays. Quand on voit Ammar al-Rashid, Jamal El-Din, si tu permets, Ammar al-Rashid, oui. Ammar al-Rashid, d'ailleurs, le lycée Ammar al-Rashid de Ben Atnoun, les séminaires alliés, c'était un jeune qui a eu son bac littéraire. Vous êtes une année après à médecine. Et il a été désigné par justement Abben Ramdan pour s'occuper des futurs recrues. Et là, on s'incline devant Ammar al-Rashid, de Abdelrahman Taleb, et tout le respect pour les ténors de cette élite. Dr Ahmed Taleb al-Ibrahimi, Dr Ahmed Francis, Mohamed Siddiq Ben Yahya, Mohamed Yazid, et puis de grands diplomates tels que il y avait Hafid Karaman, toute cette élite. إن شاء الله نتمناو تكون عندنا نفس الطلبة تكون عندهم نفس الوعي يعني. Oui. Oui. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Merci, nous l'avons perdu, docteur Mohamed Lamine Chibane. Merci à lui, merci à maître Nabila
Ismaël, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous gardons l'espoir en notre peuple, en nos femmes, en nos hommes, en nos enfants, en nos frères, y compris ceux qui sont loin de la terre-mère, de la mère patrie, parce que nous n'avons pas le droit de nous décourager, nous n'avons pas le droit de baisser les bras, nous n'avons pas le droit de tourner le dos à notre avenir, à celui de nos enfants, parce que nous n'avons pas le droit de permettre à ce régime de gaspiller ainsi les sacrifices qui ont été consentis pour libérer ce pays, pour libérer ce peuple, pour lui permettre de mener une vie digne au milieu des nations. Ils se sont dévoués, ils ont donné leur vie, ils ont souffert. Nous ferons en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Merci beaucoup. Khawal khair. Slama.